Bonjour Enrifa, comment vas-tu? Salut Alexis, ça va très bien et toi? Bienvenue dans le nouveau Talkcast Talk. Du coup, on va se présenter un peu plus. Le but, c'est de te découvrir et de découvrir ton activité, tes passions. Alors, première question. En quoi consiste ton activité? Alors j'ai plusieurs casquettes. Je suis entrepreneur et consultante. Sur ma casquette d'entrepreneur, je développe un réseau qui s'appelle YouStart, qui est un réseau d'entrepreneurs, qui est une plateforme en ligne de mise en relation qui permet aux entrepreneurs de faire du business ensemble. L'idée étant de leur éviter de perdre du temps sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour un entrepreneur de développer son activité en ligne. Il faut créer du contenu, être présent sur plusieurs plateformes. Et il y a pas mal d'entrepreneurs qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'énergie, qui n'ont pas forcément toujours les compétences pour se créer tout de suite une communauté pour pouvoir ensuite avoir des clients. Et donc l'idée de YouStart, c'est de permettre aux entrepreneurs d'avoir un espace où ils vont pouvoir venir et bien être mis en relation directement avec soit leurs clients, soit leurs partenaires, soit leurs conseillers potentiels pour les aider à se développer. Et ma deuxième casquette, c'est consultante en entreprise. J'interviens principalement dans des structures d'aide à la création d'entreprises, toujours auprès d'entrepreneurs, pour aider les entrepreneurs à se développer, de l'idée à leur développement commercial. Donc je vais intervenir dans des structures comme des incubateurs. J'interviens par exemple chez BPI France, à French Tech, chez Les Déterminés, dans d'autres structures qui vont accompagner les entrepreneurs dans leur développement. Et troisième micro-casquette, je fais aussi de la formation en entreprise sur de l'intelligence collective, de l'intelligence relationnelle, pour aider justement les équipes à mieux travailler ensemble. Ok, c'est beaucoup de casquettes pour une seule personne. C'est plusieurs casquettes finalement sur la même activité, puisque le cœur de mon métier, c'est l'intelligence relationnelle sur la base du développement commercial. Donc je vais aider des personnes qui ne sont pas forcément commerciales, qui n'ont pas de compétences en vente, à vendre, puisqu'on sait que la vente aujourd'hui c'est la qualité principale qu'on doit tous avoir quelque part. On doit tous savoir se vendre, savoir se mettre en avant, savoir connecter avec les autres. Et donc mon métier en réalité, mon cœur de métier, c'est l'intelligence relationnelle que je vais adapter pour les entrepreneurs, pour les structures et en entreprise. Pourquoi le nom YouStart? YouStart, tu démarres. Okay. Et ça part de toi aussi. Donc il y a le côté je démarre, je me lance dans l'entrepreneuriat. Et il y a le côté j'attends pas que ça vienne, j'y vais. Je prends l'initiative. C'est moi qui prends l'initiative d'aller connecter avec les gens, d'aller développer mon projet. Est-ce que tu peux nous raconter du coup ton parcours pour arriver à YouStart? Alors aujourd'hui je suis entrepreneur, mais au départ j'étais pas du tout... moi j'ai fait des études classiques, j'ai fait la fac et je me voyais bien posée dans un CDI toute ma vie. Mais de par mon parcours, donc j'ai fait des études en communication, puis en commerce. J'ai travaillé en entreprise, en agence de communication. D'abord en tant que chargée de développement commercial, puis en tant que responsable de service client. Et je pense que comme 90% des femmes en France en entreprise aujourd'hui, quand j'ai eu mon enfant, mon premier enfant, ça a changé. Pour X raisons inexpliquées, l'ambiance au travail n'était plus la même. Et puis moi aussi, j'avais une vision différente du monde de l'entreprise. J'avais envie de passer plus de temps avec mes enfants. J'avais envie de pouvoir, quand je dois aller chercher mon enfant à la crèche, de pas me disputer avec mon patron pour pouvoir y aller. Donc ça a été un petit peu compliqué quand j'ai eu mes enfants. Et il y a eu une grosse remise en question professionnelle. Et en même temps, j'avais déjà une petite communauté sur Internet d'entrepreneurs que j'aidais déjà dans leur communication, dans leur stratégie de développement, bénévolement. J'avais pas de structure économique, j'avais pas d'entreprise, j'aidais simplement ces personnes-là. Et comme au travail, ça se passait pas forcément bien, et qu'à côté, ça se passait super bien, j'avais des demandes d'entreprises de plus en plus fréquentes, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Donc j'ai quitté le salariat en 2018 pour me lancer dans l'entrepreneuriat, mais au départ, j'étais pas du tout entrepreneur. Donc ça a été un petit peu compliqué au début parce que j'avais pas les codes. Quand on devient entrepreneur, c'est pas juste avoir une idée, c'est pas juste être bon dans ce qu'on fait. C'est important de savoir où on va, d'avoir un plan, d'avoir un business model, comment je vais gagner de l'argent et surtout d'avoir des clients qui te payent. Et moi j'avais des clients, mais c'était des clients gratuits au début parce que je les aidais gratuitement. Donc ça a été un petit peu compliqué au début de les transformer en clients payants. Mais aujourd'hui, comme on dit Dieu merci, ça a bien pris son chemin. C'est intéressant d'avoir ce système-là, parce qu'en fait, en réalité, beaucoup, je pense, dans certaines mentalités, on a une idée et après, automatiquement, on veut la faire payer. Alors que toi, tu pars de sens inverse, du coup, du bénévolat. J'aime bien ce mot, moi, bénévolat, parce que du coup,
Même moi, même si j'ai mon agence de communication, je fais du bénévolat aussi. Oui. Mais tu pars du bénévolat et après pour te professionnaliser. Oui. Tu peux m'expliquer en fait ce cheminement parce qu'en réalité, en vrai, tu le faisais gratuitement. Du coup, tu nous as pas dit pourquoi. Et donc, si tu fais du bénévolat, tu en tirais un certain plaisir. Oui. Tu peux nous expliquer en fait ce cheminement-là, du coup? Oui, c'est vrai que je me suis lancée dans l'aide aux créateurs d'entreprises très tôt parce que c'était par mon histoire personnelle. Moi, je suis fille d'ouvrier, mais mon père a essayé l'entrepreneuriat. Il a voulu créer une entreprise, il avait une expertise dans le linge de maison. Et en fait, il a eu une opportunité de pouvoir ouvrir une boutique. Donc, il avait tout pour réussir. Il avait l'expertise, il avait le stock, il avait ma mère qui était sa vendeuse. Mais ça n'a pas forcément fonctionné. Et je me suis rendu compte que ce qui a fait que ça n'a pas marché pour lui, c'est parce qu'il n'avait pas les codes de l'entrepreneuriat et surtout, il n'avait pas de réseau. Il avait son expertise, mais il n'avait pas de communication, il n'avait pas de stratégie et il n'avait pas de réseau. Et moi, je me suis dit, je peux pas trop dire à mon père quoi faire, mais je vais dire à d'autres personnes comment faire pour réussir. Parce que je pense que si on a le réseau, si on a la communication et la stratégie, ça peut fonctionner. C'est comme ça que j'ai commencé à aider des créateurs d'entreprises en leur donnant des clés de communication, en créant une petite communauté, donc ils avaient un réseau, et en les aidant dans leur stratégie de développement. Et c'est vrai que quand on démarre dans l'entrepreneuriat, on a une idée, on a envie d'avoir des clients, et c'est important d'avoir des clients au départ, mais c'est important d'avoir une demande d'abord. C'est pas juste tu te lèves le matin, tu as une idée, tu te dis je vais proposer ça. C'est important d'avoir des gens en face qui veulent ce que toi tu vas proposer. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'en face, j'avais déjà une demande. J'avais déjà des personnes qui étaient en demande de ce que je pouvais leur apporter. Et c'est vrai que ça a facilité le fait que j'ai par la suite des clients. Tu te considérais à l'époque peut-être comme une influenceuse ou pas vraiment? Pas vraiment. Même aujourd'hui, je me vois pas du tout comme une influenceuse. Et après, il y a le fameux syndrome de l'imposteur. Parce que forcément, tu as des gens qui viennent te demander de l'aide, qui viennent te demander ton expertise. Et toi, tu te dis, mais est-ce que je suis légitime pour ça? Du coup, je me suis énormément formée, alors que j'étais déjà formée. Mais j'ai fait pas mal de formations pour renforcer ça. Je me suis pas mal certifiée aussi pour pouvoir justement asseoir cette expertise de « Ok, je suis experte dans le développement commercial pour les petites entreprises ». Parce que même si je travaillais en agence de communication, j'étais chargée de développement commercial en agence de communication. C'est pas la même chose quand tu es commercial en entreprise que quand tu es commercial pour toi, par exemple. Pour moi, le système entrepreneurial, il est bien spécifique. Si tu as une expertise en agence ou en entreprise, tu peux l'emmener dans l'entrepreneuriat, mais pour moi, c'est important de se former aussi à comment marche le système entrepreneurial parce que c'est d'autres codes, c'est des codes complètement différents. Donc pour toi, la formation est nécessaire? Oui, indispensable? Pour moi, c'est la clé. Tu peux pas juste te lever un matin et t'auto-proclamer coach ou formateur parce que tu as une certaine expérience. L'expérience, évidemment, ça compte. Mais pour moi, c'est important d'être formé parce que déjà, le marché évolue, les méthodes évoluent. Ce qu'on a appris, ce que moi j'ai appris à l'école, aujourd'hui c'est obsolète. Je veux dire, j'ai appris la communication, les techniques commerciales en 2008. Aujourd'hui, on est en 2023. Donc, pour moi, c'est important d'avoir une certaine formation continue pour maintenir une qualité de service. Ouais, complètement. Quelles ont été les difficultés sur ton parcours? Alors, il y en a pas mal. La première difficulté, c'est déjà dans le cercle familial. Toi, tu as une idée, tu te lèves un matin, tu te dis « Ok, c'est bon, c'est clair dans ma tête, je vais entreprendre, je vais devenir entrepreneur. » Et si, par exemple, tu as déjà ton boulot, tu es déjà installé et que tu as ta famille qui va dire « Non, mais pourquoi tu quittes ton job c'est quoi t'es devenu fou, t'es devenu folle, tu quittes un CDI, tu quittes un travail bien payé, en plus tu as des enfants. » Donc déjà, ça, pour moi, ça a été un premier frein. Mais j'ai eu la chance de pouvoir rapidement convaincre ma famille, surtout mon conjoint. Donc lui, il m'a tout de suite suivi. Et ça, pour moi, ça a été hyper clé. Parce que je pense que si mon mari s'était opposé ou s'il n'avait pas été derrière moi, ça aurait été plus compliqué. Donc ça, c'était un premier frein, c'est la famille. Convaincre la famille que je lâche un CDI pour me lancer dans l'inconnu. Deuxième frein, c'est le fait d'être seule. Parce que toi, tu peux avoir ton expertise, tu peux avoir ta vision. Mais en réalité, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, imaginons, aujourd'hui, Alexis, toi, tu es dans la communication, tu es expert en communication, tu sais tout ce qu'il y a à faire pour développer un projet sur le plan de la communication, mais est-ce que tu as tous les codes pour développer une entreprise?
C'est-à-dire la partie comptable, la partie facture, la partie gestion administrative, la partie recrutement, la partie même gestion des réseaux, parce que la communication, c'est vaste. Toi, tu maîtrises voilà, comment tu vas gérer, comment tu vas régler un appareil photo, par exemple, mais c'est pas les mêmes codes sur les réseaux sociaux. Donc en réalité, tu te lances dans un projet, mais il y a plusieurs projets dans le projet. Donc ça a été une difficulté pour moi, parce que moi, j'étais commercial terrain, et il a fallu devenir commercial sur Internet. Ensuite, il a fallu apprendre les codes des réseaux sociaux. Ça aussi, personne ne nous l'apprend. Ensuite, il a fallu apprendre comment se créer une communauté. Ensuite, comment bien développer sa relation client en ligne. Parce que c'est pas la même chose quand tu es en entreprise que quand tu le développes seul. Quand tu es dans une entreprise, tu es chef de la relation client, mais en réalité, tu n'es pas tout seul. Tu es dans un service. Alors que quand tu arrives tout seul dans l'entrepreneuriat, en fait, tu es à la fois le secrétaire, à la fois le commercial, à la fois le patron, à la fois le stagiaire. Donc, ça fait plusieurs casquettes dans la casquette. Et ça peut être compliqué. Troisième difficulté pour moi, je voulais développer une plateforme en ligne, donc un réseau social, mais je ne suis pas développeuse. Je ne sais pas coder. J'y connais rien en technique. Donc ça aussi, ça a été un frein. Et heureusement que j'ai eu la chance d'avoir mon mari du coup qui s'est converti au développement web et qui m'a accompagnée sur le projet. Et autre difficulté, les financements. Selon le projet que tu vas mener, si par exemple tu développes un projet d'envergure entre guillemets et que tu prévois d'avoir une entreprise à soi, parce que tu peux soit développer un projet seul en tant que solopreneur, en tant que consultant, soit avoir la vision de créer une entreprise. Moi j'avais une vision de créer une entreprise, sauf que pour créer une entreprise il faut des fonds à la base. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de tout financer moi-même. Genre je travaille, j'injecte de l'argent pour développer mon entreprise. Erreur fatale. Si tu veux développer une entreprise, tu vas chercher des financements. On a la chance d'être en France, il y a différents dispositifs. En plus, selon que tu es une femme, selon que tu es jeune, tu as moins de 30 ans, il y a différentes subventions, différents dispositifs. Et moi, je ne les connaissais pas au début. Donc, j'ai commencé par financer moi-même. Et à bout d'un moment, le portefeuille se ressent et tu finis aussi par t'épuiser. Donc, ça a été ça mes principales difficultés. Je voudrais revenir avec toi sur la place de ton mari en tant qu'entrepreneuse. Oui. Parce qu'on n'entend pas forcément tout le temps, en fait, en réalité, ça. Généralement, il y a beaucoup de discours où single lady, je m'en sors tout seul, etc. Alors que toi, tu as mis le point dessus et du coup, ça t'est important et j'aimerais bien avoir cette relation-là et cette place-là. Parce que c'est rare et c'est intéressant aussi à l'entendre, en fait, en réalité. Oui. Alors, mon mari, il n'est pas du tout entrepreneur, mais c'est vrai que sans lui, je ne serais pas devant toi aujourd'hui. Tout simplement parce que déjà, quand je me suis lancée, j'étais maman de 2 enfants en bas âge. Je venais de quitter le salariat. À la base, c'était moi qui avais le salaire le plus fort à la maison. Moi, j'étais en agence de communication. Mon mari, il était mécanicien. Et s'il n'avait pas soutenu, s'il n'était pas OK, je ne pouvais pas, moi, embarquer ma famille dans une aventure comme celle-là sans l'aval de la personne qui partage ma vie. Et ensuite, il s'est intéressé au développement web parce qu'il avait envie de m'aider sur le projet. Et après, c'est devenu une passion. Donc là, ça a été une chance. C'est devenu une passion pour lui. Il a vraiment aimé le code au point de se former. Donc, il a suivi d'abord des certifications. Ensuite, il a passé un diplôme d'État. Ça a pris du temps, hein. C'est entre 2018 et 2022. Mais il s'est formé, il a passé un diplôme d'État. Aujourd'hui, il est développeur web. Donc, il travaille en tant que développeur web chez Free. Et en parallèle, il a co-développé la plateforme pour moi. Donc, même s'il n'est pas entrepreneur, il a joué un rôle plus que clé dans le développement de mon activité. Même économique, du coup. Économique aussi, évidemment. Bah justement, ça a été le point. C'est que quand je l'ai rencontré, j'avais déjà commencé mon projet, j'avais déjà investi dans une plateforme, j'avais déjà payé un développeur web. Mais la plateforme que j'avais à l'époque, elle n'était pas aboutie. J'étais un peu dépitée parce que j'avais mis toutes mes économies. Et c'est comme ça qu'il s'est dit, je vais regarder un peu WordPress. Et ça a démarré comme ça. Et c'est vrai que sur les 3 ans qui ont suivi, c'est lui qui a principalement développé la plateforme avec l'aide d'un freelance par la suite. Comment tu fais pour promouvoir du coup ton activité et acquérir des nouveaux utilisateurs, des nouveaux clients? Parce que c'est les nerfs de la guerre en réalité. Oui. Aujourd'hui, YouStart, c'est près de 3000 membres, 3000 entrepreneurs qui se connectent principalement de manière organique, dans le sens où je ne fais pas encore de publicité payante sur les réseaux sociaux. Je suis très active sur les réseaux sociaux. J'ai commencé par être active sur Facebook. Aujourd'hui, Facebook est moins coté, entre guillemets, c'est beaucoup plus LinkedIn qui fonctionne. Donc, je suis présente sur LinkedIn. J'ai une communauté de 8000 abonnés sur LinkedIn.
et je partage du contenu, je partage mes connaissances en intelligence relationnelle, des techniques de réseautage, du mindset aussi, l'état d'esprit entrepreneurial. Et les personnes qui adhèrent à cette vision-là, les personnes qui adhèrent au fait qu'aujourd'hui c'est important de s'entourer pour développer son projet, eh bien se connectent naturellement sur le site YouStart et contribuent à faire grandir la communauté. Donc c'est principalement sur les réseaux que je fais connaître mon activité. Du coup, je vais devoir m'y inscrire. Oui, si tu es entrepreneur, que tu partages la vision que le réseau... Il faut savoir quand même qu'une entreprise qui se développe bien, c'est 75% de relationnel de son dirigeant. Ça veut dire que tu peux être très bon dans ce que tu fais, mais si tu ne sais pas fédérer, si tu ne sais pas t'entourer, si tu ne sais pas frapper aux bonnes portes, en fait ton projet il risque de stagner ou de ne pas vraiment décoller. Donc c'est vrai que le réseau, quelle que soit la manière dont on réseaute, parce qu'il y a différentes façons de réseauter, le réseau c'est la base pour développer une activité entrepreneuriale et une activité tout court. Donc oui. En fouillant aussi, j'ai vu aussi que tu avais une petite émission web. Ma part du gâteau, tu peux me donner des objectifs? Oui, donc Ma part du gâteau, c'est une émission web qui a pour ambition de mettre en lumière des parcours entrepreneuriaux, mais pas que. C'est plutôt des parcours de personnes à qui à un moment donné on leur a dit c'est pas possible, c'est pas pour toi, et qui l'ont quand même fait. Donc c'est des gens qui vont se créer leur propre réussite, c'est des gens qui vont casser les codes, c'est des gens qui vont pousser les portes, comme je dis, qui vont prendre leur part du gâteau. Donc souvent dans mes invités, j'ai des personnes qui par exemple ont été élevées par une maman seule, ont grandi dans des quartiers et ensuite par la suite on fait des études de commerce, des grandes études, on travaille dans le luxe, ont développé leur propre entreprise en partant de zéro et en partant surtout de leur simple motivation et leur détermination à réussir. Donc c'est ça ma part du gâteau. Intéressant. Donc allez checker. Ma part du gâteau, elle est disponible en ligne ou pas encore? Elle est disponible en ligne, je pense qu'au moment où sortira l'épisode, là on est en train de tourner, mais je pense qu'au moment où la vidéo sortira, elle sera déjà en ligne. Ok, super. Quelles sont les qualités pour toi d'un bon entrepreneur? Les principales qualités pour moi d'un bon entrepreneur, c'est vraiment la capacité de fédérer autour de son projet. C'est la capacité de connecter avec d'autres personnes, d'enrichir ses compétences, donc de ne pas simplement se reposer sur ses simples compétences et aussi d'être conscient qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Pour moi, c'est la base. Quand tu sais que tu as un bon projet et que tu es conscient que tu ne peux pas tout faire tout seul, il faut savoir que les meilleurs managers, les meilleurs leaders, les entrepreneurs qui nous inspirent tous, les Steve Jobs, les Elon Musk, ils sont entourés d'une armada de conseillers, d'experts et ils prennent toujours des gens très très bons pour exécuter leurs idées. Donc pour moi, un bon entrepreneur, c'est une personne qui a une idée et qui sait aller chercher des talents pour exécuter ses idées. Quelles sont les erreurs que tu pourrais te conseiller à ne pas commettre pour un entrepreneur? Ou peut-être c'est des erreurs que tu as faites toi? Oui. Alors l'erreur la plus fréquente chez les entrepreneurs, celle que je vois le plus souvent, c'est pour l'instant, j'y vais pas tout de suite. Il faut que mon logo soit bien, il faut que ma carte de visite soit bien, il faut que mon site web soit bien. Ah, ma photo LinkedIn n'est pas encore très très bien. Et en fait, ils attendent, mais pendant que tu attends, quelqu'un d'autre est déjà sur le marché, quelqu'un d'autre est déjà en train de servir tes clients. Donc pour moi, c'est itérer, c'est foncer. Évidemment, on ne va pas dans la médiocrité, mais c'est savoir faire simple, savoir faire, comme on dit, le minimum viable de ton produit. Vraiment faire la toute première version de ton produit et le proposer avant que ce soit parfait, avant d'avoir ton identité visuelle. Tu peux vendre avant d'avoir ton identité visuelle, tu peux vendre avant d'avoir ton personal branding, tu peux vendre avant d'avoir ton site web, tu peux vendre déjà. Donc c'est le fait d'attendre que tout soit parfait pour lancer son produit. Après évidemment il y a des subtilités selon les marchés, mais globalement c'est ça. Une autre erreur qu'on fait, c'est de se dire je vais apprendre moi, donc je vais apprendre à faire des montages vidéo, là où je devrais plutôt appeler Alexis, je vais pas appeler Alexis, je vais faire moi-même. Je vais faire moi-même mon podcast, je vais faire moi-même mon logo, je vais faire moi-même ma bannière, je vais faire moi-même. Et en fait, tu passes ton temps à te former sur le métier de quelqu'un d'autre au lieu de te former sur ta propre expertise. Donc pour moi aussi, une erreur à éviter, c'est de ne pas chercher à trop se former sur des métiers qui ne sont pas les nôtres, mais au contraire, continuer de se former sur son cœur de métier pour devenir encore plus excellent dans son expertise, parce que c'est que comme ça que tu vas pouvoir, entre guillemets, être cher, mais mettre un vrai prix sur ta prestation et faire une vraie différence
par rapport à tes concurrents. Alors si tu passes ton temps à te former sur le copywriting, le storytelling, le personal brand, tu passes ton temps à pas faire ton vrai métier. Donc ça, pour moi, c'est les deux principales erreurs. Et troisième erreur, c'est être seul. Pas être dans un réseau, pas être dans une communauté, pas se faire conseiller, pas avoir de mentors aussi. C'est important d'avoir des mentors, d'avoir des gens qui vont avoir un regard, soit parce que ça fait 5 ans qu'ils sont passés par là, ils ont une certaine expertise, un certain regard. C'est important d'avoir des mentors, d'avoir des personnes avec qui échanger. Ouais, c'est important. Surtout qu'en fait, on a créé des métiers qui sont distincts pour ça, donc c'est ça. Faut faire parler aux autres. Et le temps que tu perds, c'est de l'argent que tu perds en truc, et du coup, tu es moins ciblé sur quelque chose et tu fais tout. Exactement. Et je pense qu'on l'a tous souvent, connu, en fait. L'entrepreneur va se dire, c'est gratuit, je vais passer 5 heures sur YouTube, mais ces 5 heures-là, c'est peut-être 5 heures que tu aurais pu passer avec un client si tu avais pu déléguer, si tu avais décidé de déléguer ce travail-là. Donc effectivement, pour moi, il n'y a rien de gratuit. Comme je dis souvent, c'est quand tu passes du temps sur les réseaux sociaux, tu dis que c'est gratuit d'aller sur LinkedIn, c'est gratuit de créer du contenu, de poster sur LinkedIn, c'est gratuit de liker sur LinkedIn, mais en fait non. Si les réseaux sociaux marchent autant, les Anglais ne disent pas donner de l'attention, ils disent pay attention. Ça veut dire tu payes ce temps-là que tu vas passer à regarder, à t'engager sur des posts. Et ce temps-là, tu peux l'optimiser en le faisant faire par quelqu'un d'autre, soit un community manager, soit un créateur de contenu, pour que toi, derrière, tu puisses te concentrer sur autre chose. Après, j'ai aussi conscience que quand tu démarres ton activité, tu n'as pas forcément toujours les fonds pour déléguer. C'est là où c'est important d'être dans des communautés, de pouvoir faire de l'échange de services, de pouvoir avancer avec des pairs, parce que tu vas toujours trouver quelqu'un qui soit va te faire un prix, soit va faire un échange donnant, voilà. Mais c'est vraiment le fait de ne pas rester seul qui va faire avancer. D'où l'utilité de YouStart. D'où l'utilité de YouStart. Ça fait logique. Et c'est vrai qu'en fait, en réalité, c'est vrai, parce que même moi, j'ai des amis, en réalité, on a tous des amis comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt fonceur, comme toi. Et du coup, je me dis que j'apprends sur le terrain, et quoi qu'il arrive, je me sers des erreurs pour évoluer, pour progresser, quoi qu'il arrive. On ne peut pas, je pense, comme moi, mon émission Talk, nos 4e épisode, entre le premier et le 4e, il a évolué, et entre le 4e et le 20e, il aura une autre couleur. Exactement. Mais si je les avais pas fait ces 20 premiers épisodes, j'aurais jamais su. Parce que le premier épisode, c'est comme l'âge, en fait, en réalité. C'est quand t'es bébé, entre quand t'as 2 ans et t'as 18 ans, et quand t'as 18 ans, tu penses que t'es adulte, parce que sur la carte, t'es adulte, mais après, quand t'arrives à 25 ou 30 ans, tu dis « Ah, mais je pensais que, tu vois ». C'est en évolution avec les erreurs qui font les personnes que nous sommes. C'est exactement la même chose pour une entreprise. Exactement. Ça ne peut pas être parfait quand tu vas démarrer. De toute façon, tu vas devoir à un moment donné améliorer, réajuster, parce qu'il y a aussi un élément important, c'est le fait de co-créer avec ta communauté, de co-créer avec ton client. Donc, quand tu vas lancer ton produit, et moi j'ai vu des entrepreneurs, surtout les formateurs, les coachs, préparer leur programme et ensuite le proposer. Et ça ne marche pas. Parce que les gens ont besoin peut-être d'autre chose, ont besoin d'une subtilité que tu n'as pas mis dans ton format. Donc le mieux, c'est de co-créer ton offre, quelle que soit l'offre, même dans les produits cosmétiques, même dans le sport. Si tu veux proposer un programme, tu le proposes en le co-créant avec ta clientèle, c'est-à-dire tu démarres un tout petit peu, tu proposes et ensuite tu ajustes avec les retours et les avis des personnes qui vont consommer entre guillemets ton produit. Y a-t-il un film ou une chanson que tu aimes bien ou qui t'a inspiré? Waouh, il y en a plein. Alors récemment, j'ai regardé la jeunesse de Spotify. On connaît tous Spotify, on écoute tous des podcasts. Et j'ai regardé la série de la création de Spotify sur Netflix. C'est hyper inspirant parce que ça montre aussi l'envers du décor et comment ça s'est créé et aussi le mindset entrepreneurial de cet entrepreneur-là. Donc il y a cette série-là, ça s'appelle The Playlist. Il y a un film que j'ai beaucoup aimé il y a quelques années, ça s'appelle Joy. Je sais plus qui était l'actrice, je suis trop nulle pour les noms d'acteurs, mais le film s'appelle Joy et c'est l'histoire d'une femme, pareil, entrepreneur qui a rien lâché jusqu'au bout et qui a fini par réussir. Et après, il y a plein de films, mais ces deux-là ont particulièrement marqué. Une figure pour toi qui est importante? Une figure? Ouais. Alors, ça va être hyper bateau, mais moi, c'est ma mère. Pour moi, c'est une femme, elle n'a pas fait l'école, elle m'a eu très très jeune.
Elle est venue en France, elle était jeune et en fait, quand mon père a commencé à créer son entreprise, c'est elle qui était sa commerciale. Elle a voyagé dans plein de pays et je me suis toujours dit, mais elle parle pas très bien français, enfin, elle parle français basique. Elle a été en Turquie, à Dubaï, en Thaïlande, vraiment dans des pays. Je me suis dit, mais elle a fait du commerce avec ces personnes-là, juste avec son bagou, sa détermination. Et ça, pour moi, ça a été hyper inspirant de me dire, en fait, si elle a pu faire ça, toi qui as fait l'école, tu peux aussi aller encore plus loin. Et elle me dit toujours, fais en sorte de ne dépendre de personne. Et ça, pour moi, ça a été aussi hyper encourageant et motivant de me dire, ok, ma maman me dit ça, donc je vais suivre ça et faire en sorte d'être indépendante et d'avoir ma propre liberté. Voilà. De toute façon, nos parents, c'est des modèles. Hein. Exactement. On est des enfants d'immigrés. Des fois, moi, quand je dis à mon père, parce que mon père, il nous voit, on évolue et tout, etc. Et un jour, je lui dis, papa, tu sais que je suis fier de toi et tout, etc. Et j'ai même pas fait 1/10 de ce que tu as fait. C'est ça. Et il me regarde, il était surpris comme ça et tout, ça. Je dis, mais attends, t'as quitté un pays. Nous, on est nés ici, mais t'étais venu avec maman. T'as fondé une famille, t'as pu acheter, là on a une maison, t'as acheté une maison, etc. Ouais. T'as repris tes études, un diplôme en électrotechnique, etc. Et je dis, nous on est là, on récolte les fruits que t'as fait, et la moindre des choses, c'est de te dépasser en termes de, tu vois. Mais en vrai, mes frères et moi, on a tous une situation stable et tout, etc. Tu vois. Mais je lui dis, mais même moi, tu me demandes de le faire, je ne le ferai pas. Ouais. Tu vois. Ouais. Tu me dis, va dans un autre pays avec femme et enfants et repars de zéro et reconstruis, etc. Avec une nouvelle langue. Ouais, avec une nouvelle langue, une nouvelle culture aussi. Et en plus, il y avait beaucoup de racisme aussi qui était là. Maintenant, de voir des noirs, de toutes les couleurs, un peu, c'est ça devient normal et sociétal. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Non, mais c'est vrai que nos parents, on s'en rend pas compte. Je sais pas si c'est l'âge, mais à un moment, tu sais, quand on est jeune, on se rend pas compte de cette richesse-là. Et puis même, la société ne nous montre pas que c'est une richesse, forcément. Donc quand tu arrives à l'école, tu caches un peu ce que tu es pour pouvoir t'adapter, pour pouvoir t'intégrer. Et c'est pareil sur le milieu du travail. Mais là, je pense que les choses sont en train de changer, justement, avec les politiques d'inclusion. Et c'est une bonne chose. Et je pense que c'est important aujourd'hui de s'assumer, de s'affirmer, d'affirmer aussi son identité. Ça veut pas dire qu'on renie qu'on est français. Non, on est les deux en fait. On est les deux et c'est une vraie richesse pour moi. C'est une vraie richesse d'assumer. Chez moi, je mange avec les mains et c'est pas une honte. Quand j'étais plus jeune, j'avais honte de dire je mange avec les mains. Maintenant, en fait, c'est une richesse en plus. Et voilà, tout ce qu'on apprend à côté et l'adaptation aussi. Parce que du coup, quand tu es enfant d'immigré ou quand tu as une double culture, tu as une capacité d'adaptation qui est différente d'une personne qui a connu la même culture, entre guillemets. Et ça, tout ça, c'est des forces, c'est des richesses. Et dans l'entrepreneuriat, ça joue beaucoup. Parce que du coup, ça aide à aller encore plus vite et à encore mieux s'adapter. Donc pour moi, clairement, oui, une source d'inspiration, c'est mes parents, c'est ma maman. Ta plus grande victoire ? Ma plus grande victoire, alors là, pour moi, c'est mes enfants. Bizarrement, c'est le fait d'avoir réussi à fonder ma famille parce que c'était pas évident, c'était pas gagné. Et franchement, ouais, pour moi, c'est une belle victoire d'avoir réussi à me marier, à me poser. C'était pas gagné au début, c'était pas gagné. Mais sinon, sur le plan professionnel, c'est le fait d'avoir réussi à partir de zéro, mais vraiment de zéro. Moi, mon père, il est manutentionnaire à la base. Aujourd'hui, je fais des conférences devant des milliers de personnes. J'interviens à la Banque de France. Je veux dire, je suis partie de rien, quoi. Pour moi, c'est une victoire de me dire, en fait, de ça, tu as réussi à créer un réseau et aujourd'hui, tu drives, tu fédères plus de 3000 personnes à travers la France et même à travers le monde parce qu'il y a des gens qui se connectent de l'Afrique, de l'Amérique. Donc, ça, c'est une belle victoire. Le start, c'est une belle victoire aussi pour moi. Le mot de la fin ? Croyez en vous et ne laissez personne vous dire qui vous êtes.